Bonjour, Olivier Sidbon, je suis pneumologue dans le centre de référence de l'hypertension pulmonaire à l'hôpital de Bicêtre, à l'université Paris-Saclay. Et donc, après avoir vu avec Eric Achula les aspects diagnostiques et dépistage de l'hypertension pulmonaire dans le cadre de la sclérodermie, nous allons donc aborder maintenant les aspects thérapeutiques et les nouveautés des recommandations ESC-ERS. Voici mes liens d'intérêt. Alors, dans les connectivites, il faut bien savoir que les connectivites ont été beaucoup étudiées dans les différents essais thérapeutiques, et en particulier la sclérodermie, qui représente une large proportion de patients inclus dans ces différents essais thérapeutiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous avez une liste ici non exhaustive de tous ces différents essais. Et il faut bien savoir que dans ces essais, le critère de diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire était une pression artérielle pulmonaire supérieure à 25 mm de mercure. Or, vous savez maintenant que la définition a changé, puisque le seuil est maintenant de 20 mm de mercure. Maintenant, quand on regarde, est-ce qu'il y en a des informations dans la littérature sur des essais thérapeutiques concernant les malades entre 21 et 24 mm de mercure? Eh bien, nous n'en avons pas, et il y a toute la place donc pour réaliser des nouveaux essais dans le futur en utilisant ces nouveaux critères diagnostiques. Alors, les malades qui ont une hypertension artérielle pulmonaire associée à la sclérodermie et en général à toutes les connectivites vont finalement suivre le même algorithme de traitement que les hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques, héritables, donc sans cause évidente en dehors de mutations génétiques. Et donc, on va avoir d'une part, il va falloir envisager de traiter bien entendu la maladie de fond quand cela est possible, avec une forte recommandation. Et après, on va utiliser le même algorithme de traitement que dans les autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire. Une des premières chose, c'est faut-il tester la vasoréactivité dans les hypertensions pulmonaires des connectivites? La réponse est non, puisque nous n'avons pas de répondeur en aigu au monoxyde d'azote ou au vasodilatateur, et donc il n'y a pas d'indication particulière au traitement au long cours par des fortes doses d'inhibiteurs calciques. En ce qui concerne les anticoagulants, une autre question importante, les anticoagulants ont longtemps été recommandés dans la prise en charge des HTAP, surtout des HTAP idiopathiques. Dans la sclérodermie, c'était moins évident, et maintenant on a quand même beaucoup d'informations qui montrent que c'est plutôt délétère d'utiliser des anticoagulants dans l'HTAP de la sclérodermie. Et donc la recommandation des guidelines, c'est de ne pas utiliser systématiquement des anticoagulants, mais uniquement sur une base individuelle en fonction d'autres indications, arythmie, thrombose veineuse profonde, etc. Alors qu'en est-il de l'algorithme de traitement? Chez les malades, d'emblée, on sépare les malades sans comorbidité des malades avec comorbidité. Or, on sait que les sclérodermies ont souvent des comorbidités, de l'hypertension, parfois du diabète, et puis la sclérodermie en soi peut-être sans doute considérée comme une comorbidité. Mais on va déjà s'intéresser aux malades sans comorbidité. Pour les malades sans comorbidité, on va utiliser d'abord une table pour avoir une évaluation du risque. On va utiliser à peu près la même table que l'on avait précédemment avec 3 strates de risque. Risque faible, risque intermédiaire, risque élevé, avec une évaluation clinique, les capacités d'exercice par que la distance de marche en 6 minutes, et puis l'évaluation de la fonction ventriculaire droite, qu'elle soit biologique avec le NT-proBNP, échocardiographique, hémodynamique, et il a été rajouté dans cette nouvelle table par rapport à l'ancienne des données d'IRM qui semblent intéressantes à prendre en compte pour évaluer le risque. Alors, ça marche d'utiliser cette table de risque, et on a maintenant on a les données par exemple de Baltimore et les données du registre français qui montrent que en utilisant cette table de risque, on peut parfaitement discriminer les malades à faible risque, à risque intermédiaire ou à risque élevé, que ce soit au moment où on fait le diagnostic, mais également au moment du suivi. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors pour ce qui concerne ces malades, une fois qu'on a évalué leur risque après avoir fait le diagnostic, les choses se sont beaucoup simplifiées par rapport à l'algorithme précédent. Maintenant, d'une manière simple, soit on est à haut risque et il va falloir envisager une trithérapie
qui inclut une prostacycline parentérale, intraveineuse ou par voie sous-cutanée, même si on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas pour les malades avec sclérodermie, pour ce type de stratégie, c'est plutôt réservé aux formes idiopathiques ou héritables. Et puis pour les malades, tous les autres, les malades à risque faible ou intermédiaire, qui représentent l'immense majorité des malades, en particulier les formes intermédiaires, la recommandation maintenant, c'est d'utiliser une bithérapie d'emblée par un antagoniste de l'endothéline et un inhibiteur de la PDE5. Et on a des données, par exemple, de l'étude Ambition, qui avait comparé embrisentan tadalafil à uniquement la monothérapie. Et on retrouve dans la sous-population de malades qui a une hypertension artérielle pulmonaire associée à une connectivite, mais également, si on se restreint encore à la sclérodermie, vous voyez qu'on a une différence importante avec beaucoup moins d'événements chez les malades qui ont été initiés avec un traitement double, traitement combiné, par rapport à une monothérapie. Et en ce qui concerne les données hémodynamiques, on a assez peu de données hémodynamiques dans l'HTAP de la sclérodermie, mais on a ces données du groupe de Baltimore, publiées par Paul Assone, qui montrent dans une petite étude incluant 24 malades avec des HTAP de sclérodermie, on a des améliorations hémodynamiques très spectaculaires, avec des baisses de résistance pulmonaire de l'ordre de plus de 50%, avec la bithérapie qui était en l'occurrence embrisentan et tadalafil, mais il faut savoir qu'on a des résultats très très similaires avec tout type de combinaison, que ce soit bosentan, macitentan, sildenafil ou tadalafil. Pour les trithérapies, comme je vous l'ai dit, on a très très peu de données dans l'HTAP de sclérodermie. On a les données dans l'HTAP idiopathique qui montrent des résultats extrêmement spectaculaires chez des malades à haut risque, avec des baisses de résistance de l'ordre de 70%. Et les données du registre français, que vous voyez à droite, là, montrent très clairement une amélioration de la survie chez les malades initiés en trithérapie par rapport à ceux recevant une autre prise en charge thérapeutique initiale. Alors, une fois qu'on a initié un traitement, le plus important, c'est également de voir ce que cela va devenir. On ne laisse pas les malades dans la nature et on va réévaluer les malades. La recommandation, c'est de les réévaluer entre 3 et 6 mois après initiation du traitement. Et comment on va réévaluer les malades? On a montré que finalement, une réévaluation extrêmement simple utilisant des critères non invasifs qui associent la classe fonctionnelle, la distance de marche en 6 minutes, et le dosage du BNP ou du NT-proBNP était suffisante pour déterminer si les malades avaient atteint leur objectif thérapeutique, c'est-à-dire un risque faible, c'est la colonne verte que vous voyez à gauche, mais on peut également, avec cette méthode, permettre de voir quel malade est à risque élevé, ou bien entre les deux, à risque intermédiaire faible ou intermédiaire élevé, avec cette nouvelle discrimination du groupe intermédiaire qui était encore très très importante jusqu'à présent. Et avec ça, on continue de considérer que le risque faible est le seul objectif thérapeutique, bien sûr, à atteindre. Et quand on utilise cette méthode, vous voyez qu'on a une très très bonne discrimination entre les malades à risque faible, risque intermédiaire élevé, intermédiaire haut et haut risque, que ça soit en général, dans les connectivites et aussi particulièrement dans la sclérodermie. Donc cette méthode d'évaluation du risque, elle marche parfaitement au cours du suivi dans les connectivites et dans les sclérodermies. Alors qu'est-ce que l'on fait par la suite? Comme je vous l'ai dit, l'objectif de traitement c'est d'être à faible risque. Donc chez les malades qui sont à faible risque, on ne change rien, on continue avec le même traitement. Pour les malades qui sont à un risque élevé ou intermédiaire élevé, la recommandation est de rajouter un traitement supplémentaire et en particulier une prostacycline parentérale. Pour les malades à risque intermédiaire faible, c'est-à-dire qui ne sont pas tout à fait aux objectifs mais pas suffisamment sévères pour qu'on ait recours à une prostacycline parentérale, on a le choix entre rajouter un agoniste des récepteurs de la prostacycline, le selexipag, ou bien switcher entre l'IPDE5 et un stimulateur de la guanylate cyclase, le riociguat, avec un niveau d'évidence qui est quand même un peu moins fort pour cette dernière approche. Alors, le traitement combiné séquentiel, ça a été très très bien montré, avec tout un tas de médicaments. Là, je vous montre l'exemple avec le selexipag, là, qui réduit le risque de survenue d'un événement de morbidité ou de décès chez des patients avec une connectivite. C'est une sous-étude de l'étude Griffon. Et vous voyez qu'on voit très bien que ça soit à la fois dans la sclérodermie ou bien même dans d'autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire de connectivite, comme dans le lupus, où on a cette différence en faveur du traitement combiné séquentiel.
Et puis il y a eu une méta-analyse récente qui a montré que cet effet était tout à fait consistant dans les connectivites par rapport à la population générale d'HTAP dans différentes études, Séraphin, Griffon, Freedom et autres. Passons maintenant aux malades avec comorbidité. Pour les malades avec comorbidité, en particulier les comorbidités cardiovasculaires, c'est-à-dire hypertension, diabète, maladie coronarienne, obésité, le risque, c'est pour ces malades d'avoir également une cardiopathie gauche, en particulier une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et donc, là, la recommandation n'est pas d'aller directement vers une bithérapie, mais de commencer par une monothérapie, de réévaluer rapidement les malades et d'avoir une approche ultérieure qui est très individuelle. Maintenant, passons à d'autres formes d'hypertension pulmonaire, qui est non pas l'HTAP à proprement parler, mais les hypertensions pulmonaires, comme on l'en rencontre parfois dans les sclérodermies, avec une maladie interstitielle. Comme vous voyez, la survie de ces malades-là, elle est beaucoup plus mauvaise que l'hypertension artérielle pulmonaire de la sclérodermie. Et de plus, on sait que la détérioration des échanges gazeux chez ces malades-là, qui peut survenir avec des vasodilatateurs systémiques et pulmonaires, c'est un facteur de mauvais pronostic, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de cette diapositive. Maintenant, il y a quand même peut-être un espoir avec une étude récente avec le treprostinil inhalé, qui est une prostacycline administrée par voie inhalée dans les hypertensions pulmonaires des maladies interstitielles. Et dans cette étude qui a été publiée en 2021, une étude de 16 semaines, qui inclut 328 patients avec une maladie interstitielle, incluant 72, c'est-à-dire 22% de la cohorte, avec une connectivite. Vous voyez que là, on a un effet du traitement qui est positif, qui est de l'ordre de 31 mètres, pour la distance parcourue au test de marche de 6 minutes, avec également des critères secondaires qui sont également favorables, avec la baisse du NT-proBNP et également le nombre d'événements de détérioration clinique qui est également moindre avec le traitement par rapport au placebo. Donc il y a peut-être un petit espoir avec l'utilisation de ce médicament. Maladie veiно-occlusive, on sait que les malades qui ont une sclérodermie ont un risque important d'avoir ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une maladie veino-occlusive, surtout une atteinte vénulaire ils ont à la fois, ces malades-là ont à la fois une atteinte artériolaire et une atteinte vénulaire, avec parfois un continuum entre les deux, parfois une évolution entre l'atteinte artériolaire et l'atteinte vénulaire. On sait que les malades qui ont une atteinte vénulaire, en particulier qui ont des signes scanographiques d'atteinte vénulaire, ont un beaucoup plus mauvais pronostic que les autres et répondent beaucoup moins bien au traitement. Autre partie de la prise en charge thérapeutique, les immunosuppresseurs. Alors vous savez que les immunosuppresseurs, autant ça marche de temps en temps pas trop mal dans les hypertensions artérielles pulmonaires des lupus et des connectivites mixtes, autant dans la sclérodermie, en général, ça ne marche pas, et donc il n'est pas recommandé d'utiliser des immunosuppresseurs de type renforcement de la corticothérapie ou bien endoxant, bolus d'endoxant pour ces malades-là. Il y a un essai récent avec le rituximab qui est malheureusement n'est pas positif, mais qui donnerait quand même peut-être une indication en faveur de l'utilisation de ce médicament spécifiquement dans l'HTAP de la sclérodermie. C'est un essai qui a été publié par l'équipe de Stanford à San Francisco qui montre que, vous voyez, à 24 semaines, il y a un petit effet qui n'est pas significatif sur le test de marche. Par contre, quand on regarde ce qui se passe sur le plus long terme, on a un effet bénéfique du rituximab par rapport au placebo, et ceci en parallèle avec la déplétion en lymphocyte B. Donc, il y a peut-être un effet intéressant avec ce médicament, mais d'autres études sont sans doute nécessaires pour en savoir un peu plus. Enfin, les nouveaux médicaments qui ciblent non pas la dysfonction endothéliale, mais d'autres voies dysfonctionnelles dans l'HTAP, il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de cibles potentielles et il y a beaucoup de médicaments qu'on pourrait potentiellement utiliser. Il y a beaucoup d'essais de phase 2 qui sont négatifs. Maintenant, il y a quand même au moins 2 ou 3
voies qui sont intéressantes. C'est la voie du TGF-bêta avec le BMPR2 et l'activine. C'est la voie du PDGF, donc les facteurs de croissance avec les inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont été montrés comme étant efficaces dans des essais utilisés par voie systémique. Et maintenant, il y a de nouvelles formulations de ces médicaments par voie inhalée. Et peut-être également la voie de la sérotonine qui pourrait être intéressante. Juste un mot sur l'étude Pulsar, qui est donc avec le sotatercept. Donc le sotatercept, c'est une protéine qui va donc agir en rebalançant le signal entre les facteurs pro-proliférants et anti-proliférants, c'est-à-dire en pratique l'activine et la voie des BMP. Et donc il y a eu une étude intéressante avec le sotatercept. Le sotatercept, c'est un médicament qui s'utilise par voie sous-cutanée toutes les 3 semaines. Et une étude de 24 semaines, donc qui avait chez 108 patients, une étude de phase 2 qui avait montré que de donner du sotatercept chez des malades qui étaient déjà traités, parfois en bi, voire en trithérapie, parfois avec de la prostacycline injectable, eh bien on gagnait encore avec une baisse des résistances de l'ordre de 3 unités Wood avec le sotatercept par rapport au placebo, également amélioration du test de marche, amélioration du NT-proBNP, amélioration de la classe fonctionnelle. Donc dans cette étude, il y avait 17% de patients avec une connectivite, c'est pas beaucoup, ça fait 18 malades, mais voilà, dans l'étude ultérieure de phase 3, il y aura plus de malades avec connectivite, et donc on aura cette étude dont on sait qu'elle est également positive, dont on ne connaît pas encore les détails. On aura peut-être plus d'informations pour les malades avec connectivite. Enfin, la transplantation. Est-ce qu'il y a une place à la transplantation dans la sclérodermie? Je crois qu'il faut être très prudent. Ces malades-là ne doivent pas être contre-indiqués à titre systématique. On doit faire une évaluation extrêmement précise. On sait que ce sont des malades à haut risque de complications après la transplantation. Néanmoins, il ne faut pas les exclure. Il faut sûrement bien les sélectionner. On avait fait ce travail il y a quelques années, donc avec l'équipe d'Éric Achula et David Launay, sur qu'est-ce que l'on peut proposer comme contre-indication spécifique, et pour les malades qui n'ont pas ces contre-indications, quand même de discuter de la transplantation quand on n'a pas le choix chez des patients donc éligibles et jeunes. Donc voilà, ça c'est ma diapositive donc de fin pour résumer ce que je viens de vous dire. Donc chez les patients avec une HTAP associée à une connectivite et en particulier avec une sclérodermie, le même algorithme de traitement est recommandé pour les patients ayant une HTAP idiopathique. On sait cependant que les médicaments sont plutôt moins efficaces dans l'HTAP de la sclérodermie que dans les autres formes d'HTAP, et en particulier dans l'HTAP idiopathique. Tout ça étant lié à la présence de comorbidités, de maladies interstitielles, peut-être d'atteintes post-capillaires. L'utilisation donc de ces médicaments disponibles à l'heure actuelle, comme les vasodilatateurs, augmente le risque de détérioration des échanges gazeux quand il existe une maladie interstitielle chez les patients avec sclérodermie. Et enfin, la transplantation, elle doit être donc vraiment limitée à des malades très sélectionnés. Voilà, je vous remercie.